Monsieur le Président, je souhaite tout d'abord, au nom des personnes ici présentes et de tous les Bourbonnais, vous souhaiter la bienvenue dans l'Allier. En tant que président de la Chambre d'agriculture, on m'a demandé d'introduire et d'animer cette table ronde consacrée à l'agriculture, à la ruralité et aux collectivités locales. J'en suis très fier et très honoré. En guise d'introduction, laissez-moi vous présenter très brièvement le département de l'Allier. Avec 320 communes, il compte 344 700 habitants, une densité de 47 habitants au kilomètre carré et 37% de la population réside dans l'espace à dominante rurale. La surface agricole représente 69% de la surface totale. Et la proportion de la population active agricole est de 5,5%, alors qu'elle est au niveau national de 2,6%. L'agriculture, avec l'emploi des actifs et l'économie de manière agricole, occupe une place importante dans le territoire. Nous sommes ici au cœur de la montagne bourbonnaise, mais le département de l'Allier, dans sa grande majorité, est situé en zone défavorisée. 75% de la surface agricole du département est consacrée à l'herbe. L'Allier est le deuxième département bovin allaitant de France, avec 70% des exploitations tournées vers cette production. Les grandes cultures constituent le second pôle départemental avec 25% des surfaces. La présence importante de ces deux productions nous amène d'ailleurs à réfléchir aux possibilités de contractualisation directe et locale entre céréaliers et éleveurs. Nous avons également un élevage laitier, ovin, porcin et avicole, part importante de notre chiffre d'affaires agricole et agroalimentaire. Enfin, je n'oublie pas la viticulture, avec 600 hectares de 5% AOC. Diversification, accueil à la ferme et vente directe se sont également beaucoup développés ces dernières années. Nous sommes, je le crois, représentatifs de beaucoup de départements français ruraux et je vous remercie, Monsieur le Président, de votre choix, d'autant plus que nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir. Sont réunis à cette table Alain Lognon, exploitant agricole, maire de Beaulon, conseiller général du canton de Chevagne, vice-président du conseil général chargé de l'agriculture et du tourisme. François Zipula, exploitant agricole, maire d'Aronne, conseiller général du canton du Mayet de Montagne, président de la communauté de communes de la Montagne bourbonnaise. Philippe Laurent, président du groupe 3I, Innovation, Ingénierie, Industrie, patron d'entreprise en milieu rural. Christine Martin, cadre bancaire à la retraite, maire de Montaigu-le-Blin. Et Viviane Alloin, exploitante agricole, maire de Sazeré. Chacun abordera un sujet particulier. Je vais, quant à moi, Monsieur le Président, aborder le sujet de l'agriculture, de la politique agricole commune et du G20. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous sur ce point ce matin. Je vous le redis cependant, les agriculteurs sont inquiets. Cette profession a vécu depuis les années 60 des évolutions qu'aucun autre métier n'a connues. D'abord produire avec des prix soutenus, fixés et connus à l'avance, puis s'adapter à la restriction budgétaire, aux nouveaux impératifs sociaux de l'environnement, au démantèlement progressif de tous les soutiens, à la paperasserie. Ils sont aujourd'hui confrontés à une instabilité des marchés particulièrement dangereuse. Dernier rempart contre une désertification totale du milieu rural, ils ont su faire preuve d'une remarquable faculté d'adaptation pour être encore là aujourd'hui, toujours passionnés et amoureux de leur métier. Ils ont le sentiment d'être oubliés et incompris. La raison d'être de notre métier, c'est la production de matières premières alimentaires, avec toute l'attention que nous consacrons au quotidien à nos élevages et à nos cultures pour des produits de qualité, tout en préservant la terre qui nous nourrit. L'agriculteur est aujourd'hui le seul entrepreneur qui, en raison des cycles lents de production et de l'instabilité croissante des marchés, ne connaît ni son coût de production final, ni le prix de vente de son produit. Monsieur le Président, le monde agricole a besoin de reprendre espoir et de retrouver un revenu décent. La loi de modernisation agricole et les résultats de la discussion sur l'après 2013 peuvent y contribuer. La Commission européenne a publié très récemment son projet pour la PAC 2014. Sa volonté
de maintenir une PAC forte avec des aides directes aux revenus des agriculteurs est une bonne chose. Mais des questions restent posées, comme celle du verdissement du premier pilier ou celle plus globale du budget. Nous souhaitons que la compétitivité de l'agriculture française et européenne soit soutenue par ce projet, mais les contraintes environnementales qui pèsent sur les agriculteurs soient allégées. Je souhaite vous demander, Monsieur le Président, si la France est prête à défendre cette idée. Je souhaite également vous demander si la France est prête à mettre sur la table des négociations la question de la juste concurrence entre pays européens, avec par exemple les distorsions existantes entre la France et l'Allemagne, voire l'Espagne, sur le coût du travail ou sur les règles d'implantation des bâtiments d'élevage. Vous êtes depuis quelques jours et pour un an président du G20, et j'ai lu que vous souhaitiez profiter de cette présidence pour mettre au cœur des débats la question de la volatilité des prix des matières premières. Ce problème est en effet crucial pour l'agriculture, tant en ce qui concerne nos coûts de production que nos prix de vente. Ceci m'amène à ma dernière question, Monsieur le Président. Croyez-vous que le pouvoir politique ait aujourd'hui entre les mains la possibilité d'intervenir pour empêcher la spéculation sur les marchés financiers et pensez-vous qu'un système de régulation efficace puisse être mis en place? Bon, mais Monsieur le Sage, heureusement que c'était... Heureusement que vous êtes répartis les thèmes, parce que vous êtes une table ronde à vous tout seul. Tant sont vastes les sujets que vous avez évoqués. Je vais essayer, sans lasser votre patience, de vous répondre le plus précisément possible, mais qu'il me soit permis de dire à tous ceux qui sont ici combien je suis heureux d'être dans cette région de la montagne bourbonnaise, qui est magnifique. On m'avait promis la neige. Je ne l'ai qu'aperçu. Je suppose que pour vous, c'est un soulagement. Mais enfin, vous habitez une région magnifique dont je sais qu'elle est la terre d'un des pères du syndicalisme agricole français, Jean-Michel Lemétayer ne m'en voudra pas de citer Émile Guillaumin, dont les écrits ont profondément influé sur les valeurs profondes du monde paysan dans notre pays. Je sais donc où je me trouve, dans une terre magnifique, rude, où les gens aiment leur travail, aiment leur région et veulent pouvoir vivre de leur travail. Voyez-vous, je conteste l'orientation qui a été donnée depuis plusieurs décennies à la politique agricole commune, qui a fait le choix délibéré de privilégier les subventions sur les prix. Je conteste ce choix stratégique. Je me souviens de l'époque des montants compensatoires et je me souviens de l'étendue des discours que j'ai entendus à l'époque sur l'agriculture. Ne vous inquiétez pas de la baisse des prix, on compensera avec les subventions. Ça a été le discours de plusieurs décennies. Et disons les choses comme elles sont, certains agriculteurs aussi ont poussé en ce sens. Moi, vous savez, je viens parce que je crois en l'avenir de l'agriculture. Mais je viens aussi pour tenir un discours qui est un discours de l'intérêt général et, si vous me le permettez, de la vérité, pas de la complaisance. La complaisance, elle conduit à la catastrophe. Parce qu'on fait plaisir sur le moment, on s'en va, et puis après les problèmes restent, et ils sont encore plus durs à résoudre. Je l'ai montré au moment des retraites. La complaisance, c'était de dire on continue comme ça, sans avoir les moyens. Et un jour, les gens se seraient réveillés avec des retraites qui ne seront pas payées, pas financées. Ce problème est réglé. Et sur l'agriculture, après qu'on ait refusé d'employer le mot préférence communautaire, Monsieur Le Sage, c'était un gros mot. Il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le prononcer. Et ceux qui le prononçaient étaient de mauvais Européens. Disons les choses comme elles sont. Je ne fais pas mienne ces affirmations. Je les ai toujours dénoncées dans ma vie politique.
Parce qu'après les subventions, après le refus des prix, sont venues les subventions. Avec les subventions sont venues la paperasse. Parce que pour chaque euro subventionné, il faut un papier. Après la paperasse sont venus les contrôles. Mais bien sûr, c'est lié. Puis les normes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une formidable crise d'identité du monde agricole qui souffrait doublement. Premièrement, souffrant dans son image, parce que les agriculteurs, les paysans ne sont pas des gens qui tendent la main, et souffrait une deuxième fois, parce que les agriculteurs sont des travailleurs, sont des entrepreneurs qui veulent vivre du prix de leur travail. Donc ils souffraient à la fois parce que leur savoir-faire n'était pas rémunéré, et parce que leur image était celle, aux yeux d'un public non averti, de gens qui vivaient des subventions. C'est ça la situation qu'on a trouvée. La PAC est un pilier de l'Europe, c'est une bonne politique, mais je dis simplement que cette orientation complaisante qui a conduit à... Et je passe sur les subventions illégales qui vous ont été accordées et qu'il a fallu rembourser. Chaque fois qu'il y avait une crise, allez, on calmait le monde paysan, on faisait un chèque, on donnait ce chèque, et 10 ans après, le syndicalisme agricole était condamné et il fallait rembourser. Monsieur le Sage, que les choses soient claires, vous ne comptez ni sur Monsieur le maire, ni sur moi pour mettre en œuvre une telle politique. C'est parfaitement clair. Moi, je suis ici pour définir avec le gouvernement une politique structurelle qui permettra d'assurer l'avenir de l'agriculture française, qui est un secteur économique stratégique, au même titre que les satellites, les nanotechnologies ou les salles blanches dans les laboratoires. C'est aussi stratégique. Aussi stratégique. Et ma capacité à céder sur l'avenir de l'agriculture comme force de production, ma capacité à céder, c'est 0 plus 0 et encore 0. Je veux maintenant rentrer dans les détails des questions que vous m'avez posées. Premièrement, et que je sois bien entendu, l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement des négociations commerciales. Donc, nous avons été au bout des concessions raisonnables dans les discussions OMC ou dans les discussions Mercosur. Il n'y aura plus une seule ouverture sur le sujet. On ne préservera pas l'industrie et les services en sacrifiant l'agriculture. Deuxième élément. L'Allemagne et la France, grâce aux efforts remarquables de Bruno Le Maire, sont arrivés à une position commune qui est l'élément d'équilibre sur la future PAC. Cette position commune, c'est notamment la sauvegarde absolue des outils d'intervention. Je pense notamment au financement du stockage public. L'agriculture, qui est tellement dépendante des aléas climatiques et des variations de production, doit être régulée. Il n'est pas question de démanteler en Europe les outils de régulation. Troisièmement, j'ai vu avec Bruno Le Maire et une certaine satisfaction le papier de la Commission qui définit l'agriculture comme un élément stratégique. On n'avait pas été habitué, Monsieur Le Sage, à être traité comme ça. Les ministres peuvent en témoigner. Lorsque j'avais vu l'agenda 2020, l'agriculture n'y figurait pas. J'ai dit je ne viendrai pas à la réunion si ce n'est pas rajouté que l'agriculture est une priorité. Je le pense pour des raisons de production, mais je pense aussi pour une autre raison, Monsieur Le Sage. C'est que tous nos compatriotes et tous les Européens n'ont pas vocation à avoir bac plus 18 et n'ont pas vocation à trouver un emploi pour leurs enfants dans des laboratoires de haute technologie.
enfin, loin de moi l'idée de mépriser ou de ne pas considérer certain nombre d'emplois d'agriculture. Mais je veux dire que tout le monde n'est pas fait pour faire des concours, travailler dans les laboratoires, avoir un niveau de formation théorique immense. Nous devons garder dans nos pays des emplois de production qui ont un vrai savoir-faire, sans pour autant nécessiter un bagage universitaire que tout le monde n'aura pas la chance d'obtenir, n'aura pas la volonté d'obtenir, ou n'est pas fait pour les obtenir. Dernier point, la régulation du prix des matières premières. J'étais très frappé de ce qui s'est passé cette année avec ce que vous appelez les grandes cultures, enfin les céréales. Entre le mois de février et le mois d'août 2010, le prix des céréales a été multiplié par 2. Comment voulez-vous? Alors c'est très bien pour vos collègues céréaliers, qui par ailleurs au début de l'année m'expliquaient qu'il fallait qu'on les aide parce qu'ils étaient au bord de la ruine. Non, je n'ai pas dit un gros mot, j'espère. Mais je me souviens de ma visite dans la Seine-et-Marne. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était vrai. C'était vrai. Mais comment vous, les éleveurs, vous pouvez vous en sortir en vous donnant le mal que vous vous donnez si en même temps le prix de la nourriture pour vos bêtes est multiplié par 2, ce qui valide d'ailleurs le bilan de santé de la PAC, où quand même on a fait revenir, et Jean-Michel Lemétayer a été courageux, et le syndicaliste agricole a connu des jours difficiles, où on a retiré 1 milliard d'euros qui étaient donnés aux céréaliers pour les donner à qui? Aux éleveurs. Je ne dis pas que c'est formidable, mais si on ne l'avait pas fait, que me diriez-vous aujourd'hui, monsieur Lesage? Quelle serait la réalité? Alors je sais bien que dans notre pays, celui à qui on enlève proteste, et celui qui reçoit fait preuve d'une pudeur que je salue. Alors permettez-moi d'économiser votre pudeur et de rappeler cela. Mais c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'on a entendu lorsqu'on l'a fait? Bon. Alors, la régulation, ça veut dire quoi? Et ça sera la priorité de la présidence française. Ça veut dire, premièrement, je n'ai pas l'intention d'accepter qu'en Europe rentrent des viandes d'Argentine, de Nouvelle-Zélande ou de tout autre pays qui ne répond nullement aux normes environnementales et sanitaires que nous imposons à nos éleveurs en France et en Europe. À quoi ça sert de poursuivre les éleveurs français sur la traçabilité si dans le même temps on continue de faire venir de l'étranger des viandes dont la traçabilité, le mot même, est ignoré? Le bien-être animal, le fait qu'un nouvel éleveur, quand il rachète une ferme, doit mettre systématiquement la totalité de ses bâtiments aux normes, c'est très bien. Mais si on fait venir des viandes de pays dont la notion même de bien-être animal n'existe pas, à quoi ça sert? Si ce n'est à faire mourir nos éleveurs et notre agriculture. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, la préférence communautaire, ce n'est pas pour faire du protectionnisme, c'est pour s'assurer que les agriculteurs, les paysans, les éleveurs français et européens seront au même niveau de concurrence que les autres. Deuxième plan, lorsque la Russie et l'Ukraine ont décidé cet été d'arrêter toute exportation de céréales sur le Maghreb, de façon unilatérale, ils avaient connu eux-mêmes des grandes difficultés, je ne les juge pas. Aucune instance internationale, alors que les instances internationales agricoles sont innombrables, FAO, Comité international des céréales, OCDE, aucune instance internationale n'a été en mesure de faire un point précis sur l'état des stocks mondiaux. Et cette absence de transparence a amené quoi? La spéculation, la panique, ce qui fait que tout d'un coup les cours ont explosé parce qu'on n'avait aucune visibilité sur les stocks, que le Maghreb n'avait plus de céréales puisque ce grand producteur qu'est la Russie et l'Ukraine arrêtaient d'exporter, les marchés se sont emparés de l'ensemble et tout est reparti à la hausse. Très bien pour les céréaliers, mais pour les autres, comment ils font?
Donc il faut cette transparence. Deuxième priorité pour nous, c'est les marchés financiers dérivés de marchés agricoles. Nous avons réglementé, Monsieur Le Sage, les produits financiers dérivés. Il faut réglementer les produits dérivés des matières premières. J'ajoute une troisième orientation. Peut-être qu'il serait utile qu'on ait une organisation internationale agricole qui fasse le point sur les perspectives de production. Il n'est pas utile que d'Amérique du Sud jusqu'en Europe, d'Europe aux États-Unis, d'États-Unis à Asie, d'Asie à Russie, on plante tous au même moment les mêmes choses. Ce qui fait qu'on ne cesse de passer de périodes de surproduction qui écroulent les cours à périodes de sous-production qui affolent la spéculation. Voilà ce que nous allons faire et Bruno Le Maire réunira au cours du premier semestre 2011 les ministres de l'agriculture du G20 pour travailler sur ces propositions et poser la régulation comme une méthode. Alors, voyez-vous en résumé, préférence communautaire, régulation des marchés, réforme de la PAC dans un sens de plus de justice, c'est-à-dire que les subventions aillent à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, dernier point pour vraiment être exhaustif sur les questions que vous m'avez posées, autant je peux comprendre des déficits de compétitivité avec des pays qui ont un modèle social moins élaboré que le nôtre, autant je ne peux pas accepter des problèmes de compétitivité avec des pays comme l'Allemagne qui se trouvent au sein de l'Union européenne avec malgré tout un projet social qui, sans être le même que le nôtre, se rapproche. Je pense notamment à nos amis laitiers, et qui ont quand même, qui se voient tailler des croupières par leurs concurrents allemands pour des raisons qui sont par le poids des charges sociales et disons les choses comme elles sont, la façon dont les paysans allemands peuvent faire travailler un certain nombre d'étrangers, excusez-moi, c'est la vérité, venant des pays de l'Est dans leurs exploitations. Mais là aussi, Monsieur Le Sage, dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture qu'a présenté le ministre Bruno Le Maire, on a supprimé la totalité des charges sociales pour les saisonniers. Alors je sais bien que quand on est dans l'élevage, la notion de saisonnier n'est pas la même que pour les fruits et légumes ou pour d'autres. Mais enfin, malgré tout, nous porterons une attention très précise sur cette affaire de compétitivité intra-européenne. Bon, j'espère vous avoir démontré que et la raison pour laquelle je suis si souvent aux côtés du ministre de l'Agriculture, je ne suis pas ministre de l'Agriculture, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture. Mais le ministre de l'Agriculture a besoin d'être soutenu par le chef de l'État parce que le monde agricole et la ruralité ont traversé une telle crise identitaire. Le chef de l'État qui doit s'engager, notamment dans les négociations internationales, pour que vous disiez ça vaut la peine qu'on continue à se battre comme on s'est battu, et nos enfants pourront nous succéder s'ils ont envie de nous succéder. On ne devient pas éleveur parce que le père ou la mère le demande. C'est un métier de passion. Ce n'est pas un métier de raison, c'est un métier de passion. Mais en même temps, les parents, je me mets à leur place, les parents, ils rêvent que leurs enfants fassent le même métier d'eux, qu'ils reprennent la ferme ou qu'ils reprennent l'exploitation. Mais en même temps, ils se disent, est-ce que mon travail existera encore dans quelques années? Je vous le dis, Monsieur Le Sage, nous ne céderons rien en matière d'agriculture. Bon. Pardon, j'ai été un peu long, mais je ne postule pas pour prendre la place de Bruno, qui est un très remarquable ministre de l'Agriculture, et à qui, par ailleurs, avec François Fillon, nous avons confié l'aménagement du territoire, ce qui lui fait un portefeuille qui permet d'embrasser la totalité du problème de vos régions, notamment dans ce Bourbonnais. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Merci de nous rassurer. Je le précisais en introduction, l'Allier est une terre d'élevage, deuxième département français pour l'élevage bovin à l'étange. C'est le thème qui va maintenant être abordé par Alain Lognon. Monsieur le Président, vous aviez raison, Monsieur Le Sage a presque tout dit, il aurait pu faire la table ronde à lui tout seul. Simplement, permettez-moi d'étayer, en appuyant très fort sur la situation d'élevage dans notre département.
Bien sûr, nous sommes une terre d'élevage, comme le disait le président de la Chambre d'agriculture à l'instant, ce qui fait notre richesse. Nous sommes aussi une terre où l'élevage est de grande qualité. Et nous avons régulièrement, dans les salons nationaux et internationaux, l'Allier a souvent les premières places. Et je pense que c'est important de le signaler. Ça veut dire ce travail de qualité qui est fait par nos éleveurs dans notre département. Vous savez, je suis agriculteur, je suis en même temps élu. Et régulièrement, je mets encore mes bottes le matin avant d'aller à la mairie ou au conseil général. Et je m'inquiète pour l'avenir de l'agriculture et l'avenir des jeunes qui s'y installent. Je rappelais simplement ce que le président de la Chambre d'agriculture a dit en tant que, par rapport à l'augmentation des matières premières et la spéculation sur les céréales qui ont effectivement coûté très cher et qui coûtent toujours très cher aux éleveurs de notre département. Vous avez pratiquement répondu sur la spéculation financière et les gâchis humains que ça génère. Je pense qu'effectivement, président de la République que vous êtes, je pense qu'on peut compter sur vous pour faire en sorte d'agir contre la spéculation financière qui, je voudrais rappeler simplement, vous disiez tout à l'heure, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, on a eu une très forte spéculation, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, une nuit du mois de juillet, les céréales ont pris 40 € la tonne. C'est vrai qu'on a été particulièrement surpris de ce qui s'est passé. Que pouvons-nous espérer effectivement pour les éleveurs de notre département et les éleveurs français pour qu'ils puissent vivre de leur travail, et notamment les jeunes? Croyez-vous possible une augmentation du prix d'achat de la viande bovine aux producteurs? La contractualisation s'avère difficile à mettre en place, et pourtant ça paraissait une bonne mesure, sans une véritable organisation des marchés. Vous avez parlé tout à l'heure de préférences communautaires. Je pense qu'on pourrait peut-être y ajouter la clause de sauvegarde. Pensez-vous que l'élevage français, notamment l'élevage bovin, peut croire en son avenir? Et ne croyez-vous pas qu'il serait urgent d'organiser un véritable plan de relance de l'engraissement en France? Si je parle de l'engraissement, c'est que vous connaissez certainement la situation aujourd'hui des engraisseurs italiens. Et pour vous dire que le département de l'Allier a déjà travaillé dans ce domaine en instituant une aile à l'engraissement qui permet aux engraisseurs qui le souhaitent non seulement de contractualiser avec les groupements, mais aussi de bénéficier de l'aide du Conseil général pour l'engraissement des bovins mâles. Je pense que l'État pourrait peut-être se servir de cet exemple pour accompagner les groupements de producteurs à travers une caisse de péréquation qui permettrait effectivement de donner à la contractualisation un sens et une efficacité que l'on n'a pas jusqu'à maintenant, et de garantir un minimum de prix. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon. Monsieur Lognon, en venant ici, dans la montagne bourbonnaise, rencontrer les éleveurs, avec les ministres, nous n'avons pas fait le choix de la facilité. Franchement. On ne partage peut-être pas toutes les opinions politiques, tous les deux. Mais on a un point commun, on est franc. Hein? En général, le président de la République, on le sort de sa boîte, on va lui faire inaugurer un laboratoire qui n'existe nulle part ailleurs, on va lui faire visiter une exploitation agricole au moment où les cours sont au plus haut, et quand les cours baissent, on lui dit bon, il vaut mieux éviter. Hein? Ça vous rappelle des souvenirs, Monsieur Lognon, bien sûr. Et ça, ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, c'est une affaire éternelle. Eh bien, je vous dis une chose, moi je préfère venir avec les ministres au moment où les gens ont des difficultés. Parce que je crois que notre travail, c'est d'être au cœur des difficultés pour essayer de trouver des solutions. Que quand ça va bien, vous n'avez pas besoin de nous. Vous en sortez très bien tout seul et vous êtes assez convaincu de la qualité de vos efforts. Et vous dites pourquoi ils viennent nous déranger. Non, c'est bien pour la photo, mais enfin, il faut que ça passe vite. Quand ça va mal, c'est autre chose. Et donc, en venant ici, aujourd'hui, j'ai bien conscience de la difficulté de la situation des éleveurs en France. C'est bien pour ça que je suis là aux côtés des ministres.
Alors, je regardais parce que la question des prix, pour moi, j'ai dit à M. Le Sage tout à l'heure, elle est absolument centrale. Si je regarde le prix de la carcasse de viande bovine, c'est très intéressant. Ça fait grosso modo 12 ans que le prix de la carcasse de viande bovine est resté le même. Non, enfin, ne m'en veuillez pas, mais je la vois, enfin, tel que je l'ai analysé, c'est en dessous de 3 €, hein, le kilo de la carcasse. C'est bien ça? De 7 aujourd'hui, enfin, ça varie un petit peu, ça va un tout petit peu mieux, mais c'est cela. En tout cas, depuis 12 ans, ça n'a pas bougé. Naturellement, vos charges ont augmenté. Deuxième remarque, si je regarde maintenant de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des industriels et des distributeurs de viande, c'est intéressant, je vois que sur la même période, la marge brute des industriels et des distributeurs de viande a augmenté de 2 € le kilo. Hein? Suivez-moi bien. Donc, le producteur, depuis 12 ans, il est à 2,7 le kilo. On part toujours de la carcasse de viande bovine, hein, parce qu'il faut prendre les mêmes références. L'industriel ou le distributeur de viande, j'accuse personne, c'est des chiffres. Lui, sur la même période, sa marge a augmenté de 2 €. Et maintenant, intéressons-nous au troisième acteur, parce qu'il y a 3 étapes. L'éleveur, l'industriel distributeur, je fais un mixte, puis le consommateur. Le consommateur, lui, paye le même kilo de carcasse, même si je sais que dans la carcasse tout ne se vend pas, mais enfin, le même, ok, ça m'était venu à l'esprit quand même, paye le même kilo de carcasse, 10 €. 10 €. Voilà. Donc, Bruno Le Maire a créé, dans le cadre de la loi de modernisation de l'agriculture, un observatoire des prix et des marges. Je pense que c'est une des mesures les plus utiles et les plus pertinentes pour l'agriculture. Ça ne coûte pas grand-chose, mais ça évite qu'on fasse des guerres de 100 ans entre nous pour savoir qui a raison ou qui a tort. Il y a des chiffres qui sortent de l'observatoire et qui montrent que ceux qui ont été pénalisés, ce sont les producteurs, sans que le consommateur en profite totalement. Ça dérange peut-être ce que je dis, mais il se trouve que c'est ce que je pense. Donc, puisque je le pense, je dois avoir l'honnêteté de le dire. Hein, voilà le raisonnement. Mais moi, Jean-Michel Le Métayer, comme Bruno Le Maire peut en porter témoignage, je n'ai jamais encouragé le monde agricole à aller contre la distribution. Parce que je trouve que c'est absurde que vous soyez en opposition avec vos premiers acheteurs et vos premiers clients. Ça n'a pas de sens. Mais en même temps, il y a un moment où les chiffres doivent départager les professions et les intérêts. Je tire la conclusion de tout ceci, c'est que cette évolution de la répartition des marges, je mesure mes mots, est inacceptable. Donc, l'action que mène Bruno Le Maire, je crois que tu as nommé un médiateur pour pousser à la remontée des prix, ça a commencé, nous ne sommes pas satisfaits, ça doit continuer. Le message est clair. Et naturellement, dans la modernisation, on a un certain nombre d'éléments, notamment, je ne sais pas si ça peut s'adapter à ça en cas de crise, de chute des cours. On peut créer une taxe, sauf si la grande distribution réduit ses marges. Là, il faudra peut-être adapter notre système Bruno, parce que c'est bien pour les crises, quand il y a une crise sur la pêche, sur le melon, sur la cerise, sur la griotte, sur ce que tu veux, mais il faut penser aux secteurs qui sont en crise structurelle depuis plusieurs années. Depuis que je fais de la politique, j'entends parler de la crise du porc. Hein, voilà, donc ma réponse sur les prix et sur la nécessité de revaloriser le prix de la viande. Alors ça ne suffit pas, il va falloir faire autre chose. Premièrement, si on veut revaloriser, il faut que vous puissiez plus exporter. Hein, vous ne pouvez pas être fondé uniquement sur le marché national. Et j'ai moi-même, à la demande de Bruno Le Maire, écrit au président Medvedev
pour lui demander la levée des barrières sanitaires à l'exportation de viande. Bruno va se rendre en Russie. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de présidents de la République qui écrivent personnellement à des chefs de l'État étrangers pour leur dire attention, c'est une mesure que nous estimons être protectionniste d'une façon déguisée. Et ça a beaucoup joué pour vous, l'affaire de la Russie. J'ai confiance dans le président Medvedev, on va régler ce problème. Troisièmement, il nous faut absolument relancer la consommation. Il faut convaincre le consommateur français que notre viande est de qualité. D'ailleurs, c'est un argument formidable pour porter la politique agricole commune et la défendre, que la sécurité sanitaire. J'ai dit à M. Cameron et à nos amis anglais, vous n'êtes peut-être pas une grande économie agricole, mais lorsqu'il y a eu la crise de la vache folle, vous avez vu ce que cela pouvait impliquer pour vos consommateurs d'importer en Europe des viandes qui ne répondent pas à des qualités, à des process sanitaires qui protègent le consommateur. Donc tous les pays ont intérêt à la défense de la politique agricole commune, même ceux qui ne sont pas agricoles, parce que c'est la question sanitaire, de la protection du consommateur. Mais on a intérêt à regagner, l'État va vous aider à financer des campagnes de communication pour favoriser la consommation de viande dans notre pays. Quatrième élément, nous avons prévu dans le budget de Bruno Le Maire 300 millions d'euros 2011-2013 pour financer ce qu'on appelle des plans stratégiques sur des secteurs entiers de l'agriculture qui se trouvent sinistrés et qu'il faut attaquer non pas à coups de cautère sur une jambe de bois, mais d'une façon stratégique. Donc, ça veut dire d'une certaine réorganisation, modernisation. Ça veut dire également, disons-le clairement, que la distribution, c'est 5 clients et l'organisation agricole, ce n'est pas 5 syndicats. Je veux dire, je ne parle pas au niveau confédéral, je parle au niveau des régions, des races, des spécialités. Il faut absolument que vous vous regroupiez au maximum pour peser dans les débats avec la distribution. Vous êtes attaché à votre liberté, vous êtes attaché à votre identité, vous êtes attaché à votre autonomie, mais à un moment donné, il faut que vous vous rassembliez. Quatrième ou cinquième point, je voudrais qu'on valorise des gens comme vous qui sont donnés tellement de mal pour la qualité. Le charolais, c'est une qualité. Et vous ne pouvez pas être indexé sur le cours de la carcasse de réforme. C'est-à-dire la bête en fin de vie, qu'on envoie à l'abattage, soit parce qu'elle ne fait plus de lait, soit parce qu'elle ne fait plus de veau, qu'on envoie à l'abattage et qui devient du steak haché. J'ai rien contre. Mais on ne peut pas assimiler des éleveurs qui font des efforts considérables pour la qualité de leur race. Et charolais, c'est un nom quand même. On ne peut pas indexer le prix de gens qui se battent comme vous vous battez pour la qualité sur le prix de la casse de réforme. Je crois que c'est le terme que vous employez communément. On ne peut pas traiter ça comme cela. Et puis enfin, dernière proposition que je voudrais faire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les céréaliers qui sont assez remarquables comme entrepreneurs, j'ai observé qu'ils se couvrent sur les risques de marché pour, si je fais une erreur, tu m'arrêtes, mais pour 30 ou 50% de leur vente, de leur récolte. D'ailleurs, le céréalier, en ce moment, je regardais les cours, ça m'intéresse beaucoup de surveiller les choses, notamment sur l'évolution des prix. Ils s'assurent que la moitié de leur récolte sera vendue à 180 € la tonne. Alors certainement qu'elle vendra peut-être à 200, ça vaudra peut-être 210, mais si ça tombe à 150, ils sont couverts. C'est un système qui fonctionne pas si mal. Bon, je me demande s'il ne conviendrait pas que parallèlement, les éleveurs de porc, de volaille, de viande bovine, qui achètent leur alimentation animale, fabriquée à partir de la même céréale au prix courant de 2011, vous l'achetez sans aucune couverture.
Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... Non, mais quelle est la raison? D'ailleurs, d'une manière générale, et Bruno le sait, je pense que vos métiers qui sont soumis à tant d'aléas gagneraient, pour les réguler, à travailler davantage une dimension assurantielle. Calamité, catastrophe naturelle. Mais, au fond, la couverture sur le prix de change ou sur le prix des matières premières et de l'alimentation animale, c'est une assurance. Pourquoi ceux qui vous livrent l'alimentation de vos bêtes se couvrent? Et pourquoi ceux qui l'achètent ne pourraient pas, au sens, vous voyez ce que je veux dire, au sens du même raisonnement, se couvrir aussi? Parce que la couverture permet quoi? Eh bien, de faire des bilans d'exploitation, de réfléchir et de lisser les évolutions. Non, je ne veux pas devenir ministre de l'Agriculture, contrairement aux apparences, mais je me suis beaucoup investi dans ces dossiers aux côtés de Bruno, parce que je veux qu'on réussisse, Monsieur Lognan. Vous comprenez? Je veux qu'on réussisse. Nous nous sommes mis une obligation de résultat. La France, sans l'agriculture et sans la ruralité, ne serait plus la France. Et il n'y a pas d'autre alternative. Même le tourisme vert, je vais vous dire une chose, le tourisme vert sans la production agricole, il n'existera jamais. Il n'y a pas une seule région qui ait pu développer le tourisme vert sur la faillite des agriculteurs. C'est l'agriculture, la production et le tourisme. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et deuxièmement, je veux dire combien je me sens éloigné de tous ceux qui voudraient faire des agriculteurs les cantonniers des cantons de demain. Si eux-mêmes veulent être cantonniers, on peut faire un effort. Mais les agriculteurs, vous restez des entrepreneurs, pas des fonctionnaires, y compris au service de la nature. Que par ailleurs, vous entreteniez vos propriétés, que par ailleurs, vous façonniez le paysage, oui, mais ce n'est pas votre vocation première. Votre vocation première, c'est la production. Comme il y a des ouvriers dans les usines, on doit garder les usines, il y a des paysans sur nos terres qui produisent avec un savoir-faire. C'est ça le modèle que nous voulons défendre. Si tu veux, vas-y. Juste, Monsieur Lognan, en complément sur 3 petits points techniques que vous avez soulevés. Sur les questions d'assurance, comme le disait le Président de la République, c'est la première fois qu'on travaille pour le secteur de l'élevage à un dispositif assurantiel avec une assurance fourrage. Et on peut le faire parce que le Président de la République a arbitré pour qu'il y ait un dispositif de réassurance publique qui permette aux assureurs privés de mettre en place ce dispositif. Ce sera la première fois dans l'histoire de l'agriculture française qu'il y aura un dispositif assurantiel pour l'élevage. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour vous. Deuxième remarque sur les contrats. Là aussi, le cap fixé par le Président de la République est très clair, c'est la stabilité du revenu des agriculteurs. Et la stabilité du revenu des agriculteurs, elle passe par des contrats. Ces contrats, on les a faits pour le lait, ils seront disponibles au 1er janvier 2011. On les a faits pour les fruits et légumes, on les fera aussi pour l'élevage. Alors on va y travailler ensemble, parce que c'est plus compliqué dans ce secteur-là que dans d'autres. On va échanger, on va dialoguer, on a déjà commencé. Mais vous avez besoin de ces contrats pour que tous les éleveurs en France puissent avoir un minimum de visibilité sur leurs revenus. Puis troisième point sur la question que vous avez soulevée de l'engraissement, qui est une question majeure. Là aussi, il faut qu'on arrive tous ensemble à voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez. On sait bien qu'en Italie, c'est compliqué. On sait bien que l'engraissement, aujourd'hui, finalement, ça revient à laisser la valeur ajoutée aux autres et pas à la garder pour nous. Donc moi, je suis tout à fait prêt, là aussi on en a parlé avec le Président de la République à plusieurs reprises, tout à fait prêt à ce qu'on étudie la mise en place d'une filière engraissement en France qui nous permette de garder notre valeur ajoutée chez nous. On peut commencer sur un volume limité, on peut commencer sur 100 000 têtes par exemple, on voit ce que ça donne, et puis si ça marche, on continue. Bon, voilà, d'où l'importance de pousser plus loin notre réflexion entre producteurs de céréales et éleveurs pour éventuellement trouver des accords, voire contractualiser,
mais là aussi, on se heurte à des réglementations fiscales aujourd'hui qui ne permettent pas de tout faire. Donc peut-être aller plus loin dans une réflexion de ce genre. Aux côtés de l'agriculture, Monsieur le Président, la forêt est également présente sur notre territoire avec un taux de boisement de 20%. L'économie liée au bois n'est pas non plus négligeable dans nos territoires ruraux, et c'est particulièrement le cas en montagne bourbonnaise, et c'est François Zipula qui va donc vous interroger sur ce thème. Monsieur le Président, je suis agriculteur et je suis élu. Je suis élu de la montagne bourbonnaise, qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, sûrement le plus bel endroit de France, presque. Non, ça, j'ai pas dit ça. Je veux avoir plein d'amis dans la montagne bourbonnaise, mais enfin, non. Non, au climat rude, mais en même temps, c'est un territoire de passion, d'énergie, et on essaye de se servir de l'innovation comme un levier à notre dynamique de développement. Je rectifierai juste un petit propos de Jean-Marie Lesage. Ici, la forêt, c'est 50% du territoire. Et nous avons, depuis 2006, un pôle d'excellence bois qui a été labellisé au titre du pôle d'excellence rurale. En octobre 2010, nous avons souhaité déposer un nouveau dossier. C'est la suite, en fait, de la première partie, une suite tout à fait logique, mais une suite qui se veut innovante, qui se veut dynamique, et qui se veut à l'écoute de notre filière bois. Nous souhaitons, avec un partenariat fort avec le lycée Claude Mercier, qui est un lycée rural et forestier, avec les chefs d'entreprise du secteur, avec la communauté de communes, nous souhaitons ici créer un pôle de formation et de développement des métiers à filière bois, qui se décomposerait en deux parties. Mieux former les conducteurs d'engins et de machines de bûcheronnage et développer surtout une nouvelle technologie, c'est la maison passive à ossature bois. Cette nouvelle labellisation pour notre territoire est vitale parce qu'elle nous permettra d'avoir ici un secteur économique important en termes d'emploi et important en termes d'image. Comment peut-on développer, à votre avis, la filière bois au niveau national? Et comment peut-on aider, soutenir, valoriser les initiatives locales comme les nôtres? Monsieur Zipula, nous avons créé depuis 2006 379 projets d'excellence ruraux. En 2004, j'étais ministre des Finances, nous avions créé les pôles de compétitivité. Ça avait été une formidable bagarre parce que Bercy, à l'époque, considérait qu'à moins d'1 milliard d'euros d'investissement, on n'était pas pôle de compétitivité et fixait à 5 les pôles de compétitivité pour la France. Je leur ai expliqué à l'époque, étant leur ministre, que je devais donc dire à la France 22 régions, 100 départements, 36 500 communes, qui avaient 5 endroits compétitifs et que les autres, ça valait rien. Vision technocratique habituelle que je conteste et que je combats. Puis après, je m'étais rendu à Limoges, au moment, pour moi, je le dis, un véritable drame, la fin de cette marque, peut-être vous connaissez, qui était Aviland. Vous vous souvenez, la porcelaine, les assiettes. Aviland. Je me dis, comment un tel savoir-faire part? Bon. Je me dis, il n'y a pas d'autre solution. Vous allez voir pourquoi je viens à vous. Je vais à Limoges, je vais voir, on va m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et notamment, il restait la marque Bernardo, qui est la seconde. Et on m'explique, dans la porcelaine, il reste 2400 ouvriers répartis en 54 entreprises. Je me dis, on ne va pas s'en sortir. Et à ce moment-là, on a l'idée de créer un pôle de compétitivité en regroupant toutes ces entreprises et en disant à la porcelaine française, vous n'avez pas besoin tous d'avoir un bureau de marketing,
un bureau d'exportation, vous n'avez pas les moyens, et on crée un pôle de compétitivité petit. Mais on peut être petit et mondial. Il n'y a pas besoin d'avoir comme à Crolles, à Grenoble, qui est formidable. Ce n'est pas simplement des milliards d'euros. On peut être sur une niche. Et à partir de ce moment-là, on a sauvé la porcelaine française qui a trouvé les moyens d'investir ailleurs, les prothèses dentaires, les gilets pare-balles. Mais oui, parce que tout d'un coup, quand ils se mettent tous ensemble, leurs ingénieurs, leurs recherches, on a compris. Et il n'y a plus eu de faillite depuis. Hein, parce qu'on a fait le pôle de compétitivité. Voilà, je termine cette histoire. Et puis après, je me suis dit, j'étais d'ailleurs avec Christian Estrosi à l'époque, qui était mon ministre délégué, mais dans le fond, les pôles de compétitivité, c'est formidable, parfait, on est très content, mais ça concerne la ville. Et moi, toutes les semaines, je me rends sur le terrain. Et je vois qu'en ruralité, parfois à 10, 15, 20, 50, il y a de l'excellence dans la ruralité. Simplement, il faut qu'on le valorise. Et là, on a l'idée, un peu plus tard, en 2006, de créer les pôles d'excellence ruraux. Parce que l'excellence et la ruralité, ce n'est pas deux mots incompatibles, bien au contraire. Et ça a un tel succès qu'on en labellise 379. Alors évidemment, c'est des micro-initiatives, mais je vais venir. Mais elles donnent du travail, elles donnent de l'espérance, surtout de l'espérance. Elles permettent aux gens de vivre au pays. C'est un investissement raisonnable puisque 367 millions d'euros, quand même. Et nous avons décidé de lancer 2 nouveaux appels à projets. Nous avons lancé ça, si mon souvenir est exact, le 10 juillet. Nous avons déjà sélectionné 115 projets et on va en sélectionner d'autres. Je connais votre projet sur le bois, le PER, qui est déjà labellisé, et je trouve une excellente idée, votre idée de maison passive, maison écologique. Je l'ai regardé et je suis sûr que le nouveau ministre de l'aménagement du territoire ne va pas me faire le coup de saluer ma venue dans le Bourbonnais par un refus de labelliser. Je lui suggère, j'espère qu'il va accepter. Bon. D'autant plus que le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, m'a déjà écrit à 4 reprises sur. Donc je suis le premier spécialiste de la maison passive, puisque pris entre le ministre de l'Aménagement du Territoire et le ministre de l'Intérieur, croyez-moi, votre dossier est arrivé sur mon bureau de tous les côtés. J'espère que ça ne va pas faire retarder la labellisation d'avoir de tels parrains. Enfin, voilà. Alors, donc j'estime avoir répondu. Enfin, il y a des perspectives, je le dis également au président du Conseil général, à tous les élus qui sont ici, il y a des perspectives positives. Mais plus sérieusement, si vous me le permettez, la situation du bois en France est un véritable scandale. Je veux que vous compreniez les chiffres. Nous avons la 3e forêt d'Europe. La forêt couvre 50% du territoire de l'Allier, mais quand même 30% du territoire national. Ça, les chiffres. La filière bois, tenez-vous bien, c'est 450 000 emplois. 450 000 emplois. Nous nous plaignons, nous autres Français, en permanence de ne pas avoir de matières premières, de ne pas avoir de pétrole, de ne pas avoir de gaz, de ne pas avoir d'uranium, de ne pas avoir d'or. Mais on a une matière première fantastique, qui est le bois. Eh bien, tenez-vous bien, chaque année, on dépense 5 milliards 400 millions d'euros pour aller acheter aux autres le bois et les meubles que nous avons chez nous. Mieux, le 2e poste de déficit de la balance du commerce extérieur de la France, 5 milliards de déficit. Le 2e, c'est le bois. Mieux encore, c'est absolument extraordinaire. Depuis les années 50, notre massif forestier a augmenté de 50%. Au rythme actuel, on gagne en espace de forêt l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Et on ne l'exploite pas. Ou si peu. Je ne peux pas accepter cette réalité. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas la comprendre. Elle est insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? D'abord, on a multiplié par 10 le seuil minimum d'incorporation du bois dans les constructions neuves.
c'est un décret signé avec le Premier ministre du mois de mars 2010. On a du bois, utilisons-le, et notamment dans les constructions. Donc on a multiplié par 10 le seuil minimum. Deuxième chose auquel j'attache beaucoup d'importance, depuis un décret du mois d'octobre 2009, l'exemption, vous n'avez pas besoin de demander un permis de construire pour les travaux d'isolation extérieure réalisés avec des bardages bois. Pas de permis de construire. Vous imaginez, dans un pays comme le nôtre, où pour la moindre déclaration de travaux, il y a une pile de documents à plus savoir qu'en faire. Hein? Pour le bardage bois, rien. Mes chers compatriotes, rien que pour ça, on a envie de barder sa maison en bois. Rien que pour l'idée de dire, enfin, une chose qui nous est autorisée sans demander l'autorisation à 10 000 administrations. Vraiment, ça c'est OK. Voilà, il n'y en a pas, monsieur le maire. Et par ailleurs, nous allons, et Bruno s'en occupe, mobiliser le bois de nos forêts privées. C'est vraiment une priorité économique pour nous. Voilà. Hein, monsieur Zibula, c'est pour vous dire que la filière bois, c'est pour nous une priorité majeure. On a cette matière première, et pas simplement le département de l'Allier. Hein, c'est vraiment une réalité française considérable. Je vais être obligé de demander à nos prochains intervenants, qui vont donc poser des questions, d'être le plus bref possible, parce que je crois comprendre que le temps passe relativement vite. Nous parlons d'économie, Monsieur le Président, de filières locales, de produits de qualité. Nous évoquons les difficultés économiques propres aux zones rurales qu'il faut essayer de transformer en atouts. Et sur ce sujet, Monsieur le Président, je vais laisser s'exprimer Philippe Laurent, dont vous avez visité en 2008 l'entreprise innovante située à Saint-Bonnet-de-Rochefort. Merci, Monsieur le Président. C'est l'entrepreneur passionné qui va vous parler, mais au même titre que l'ensemble de mes copains entrepreneurs qui sont dans la salle, qui soient industriels ou agriculteurs. Tous les matins, quand on se lève, on se bat pour continuer de vivre et d'habiter sur nos territoires, on se bat pour continuer de créer de la valeur, de l'activité et des emplois, et c'est bien ça qui nous motive pour continuer de rester au pays. Alors, dans le cadre des activités que nous avons menées, on ne veut pas se mettre en exemple, c'est simplement pour faire passer le message qu'une activité industrielle, c'est possible en milieu rural. Nous avons en 22 ans créé 260 emplois sur 4 sites industriels, tous en milieu rural. Donc, on a participé, bien évidemment, aux côtés de nos amis entrepreneurs, à la labellisation du Parc Naturopole Nutrition Santé. On a eu de la chance, puisqu'on a obtenu notre 2e labellisation dès le mois de juillet sur ce pôle d'excellence. Donc, Monsieur le Président, ma première question en allant vite, c'est des hommes et c'est des femmes qui se battent sur ce territoire avec cet excellent dispositif de pôle d'excellence en milieu rural, qui est quelque part le niveau départemental du pôle de compétitivité. Faudrait-il pas mettre tous ces gens en valeur et que lors de la 2e labellisation du PER2 en début d'année, comme je le crois, on puisse faire une grande campagne de médiatisation pour pouvoir parler de toutes ces expériences qui marchent en milieu rural, et que derrière tout ça, eh bien, on parle d'attractivité pour nos territoires, et bien, que pour une fois, on puisse communiquer positivement en disant regardez ce qui marche. Il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs éleveurs, et voilà. Donc, quelque part, pallier à ce déficit d'image qui n'est pas toujours justifié, mais qui nous colle à la peau. Donc, si on pouvait faire un effort sur cette grande communication, sur ce dispositif qui est exceptionnel pour nos territoires, ça serait effectivement un grand soutien pour tous ceux qui se sont battus, qui se battent encore pour ça. Ma deuxième question, Monsieur le Président, tous les jours, eh bien, on rencontre des jeunes sur nos territoires. On pense qu'une chose, quand on est entrepreneur, c'est d'essayer de les embaucher. Sur le parc Naturopole, on a été labellisé sur un programme qui doit créer 70 emplois sur 3 ans. Mais comme plein d'autres collègues ici, eh bien, que va-t-il advenir des filières d'apprentissage? Comment va-t-on pouvoir adapter nos jeunes aux métiers de demain? Et ne pourrait-on pas envisager un micro-contrat de formation par alternance très pratique sur 3 ans en conventionnant avec des lycées professionnels pour réussir l'intégration de ces jeunes dans nos territoires? Et puis, quand on n'a pas la chance d'avoir
les formations qui sont nécessaires sur nos territoires, il faut qu'on recrute à l'extérieur, qu'on fasse venir de nouvelles populations. Alors pour aller vite, j'aurais tendance à dire, est-ce que dans l'Allier, on pourrait pas lancer le recrutement de cadres, mais le recrutement de couples? Parce que ce qui nous pose un problème, chaque fois qu'on veut recruter quelqu'un, c'est pas qu'il n'y ait pas la compétence, c'est pas qu'il n'y ait pas l'envie de quelqu'un qui veut venir sur nos territoires. Mais c'est, monsieur, je peux pas venir, j'ai mon conjoint, il va pas trouver de travail. Est-ce qu'on peut pas lancer un programme en disant, dans l'Allier, mais comme d'autres départements, on recrute des couples? Et puis pour finir, je crois que la compétitivité de nos entreprises, à l'heure où on parle de l'hypermédiatisation et de la communication instantanée dans le monde entier, passe par le haut débit. Alors ça, c'est un discours que vous devez écouter très souvent. Je sais que ça a un coût, mais aujourd'hui, ce haut débit nous manque, le raccordement à la fibre optique aussi, et tout particulièrement pour les petites entreprises qui veulent s'installer. Elles n'ont pas accès à des systèmes de type SS2I, et donc derrière, c'est un manque de compétitivité sur tous ces modes modernes, indispensables de communication. Merci de votre écoute, Monsieur le Président. Monsieur Laurent, d'abord, je suis content de vous revoir. Sur le très haut débit, je ferai une première remarque, c'est qu'il n'y a pas besoin simplement du très haut débit, il faut aussi qu'on arrête avec les zones blanches où le téléphone ne passe pas. J'aimerais que les opérateurs de téléphonie mobile, qui se battent à coups de promotion sur les prix, c'est très bien ainsi, n'oublie pas que la France est un territoire de 65 millions d'habitants, qui n'a pas le cœur des villes, et en ruralité comme ailleurs, on a besoin de pouvoir être joint ou de joindre, peut-être d'ailleurs plus encore en ruralité, et je peux mesurer moi-même, si je veux joindre l'Élysée ici, il faut que je vise mon coup. Hein. J'ai repéré les virages. Hein. J'ajoute que c'est très bon pour les opérateurs de téléphonie mobile. Comme ça, à chaque fois, ça coupe. On fait une communication de plus. C'est moins bon pour nous et c'est mieux pour eux. Bon. Alors, s'agissant du très haut débit, on ne va pas se trouver dans la même situation. Vous savez qu'on a lancé le grand emprunt parce que ça a créé une grande polémique quand je l'ai annoncé il y a 2 ans devant le Congrès. Moi, je pense que le problème français, il est très simple. On n'a jamais eu le courage de supprimer des dépenses de fonctionnement et on a toujours eu la faiblesse de supprimer les dépenses d'investissement. Un pays en crise, c'est un pays qui doit avoir des projets, sinon il se rétracte. Alors je sais bien qu'un certain nombre de mes amis m'ont dit « Enfin, la France est endettée et tu fais le grand emprunt ». Mais ce n'est pas l'emprunt qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est emprunter pour des dépenses de fonctionnement. Si vous empruntez pour de l'investissement qui va produire de la richesse et de la croissance, vous faites un bon choix. Nous avons prévu dans le grand emprunt 4,5 milliards d'euros pour développer le haut débit, Monsieur Laurent. Et sur ces 4,5 milliards d'euros, 2 milliards iront directement au ministre de l'Aménagement du Territoire pour la généralisation du très haut débit sur le territoire français. Nous ne laisserons pas faire une fracture numérique. La fracture numérique, je ne l'accepterai pas. Alors comment ça va se passer? C'est très simple. Il est des territoires, je pense par exemple aux Hauts-de-Seine ou à Paris, où les opérateurs de très haut débit vont se battre pour avoir accès aux abonnements d'une clientèle particulière ou entrepreneuriale innombrable. Ils n'ont pas besoin d'être subventionnés par l'État. Donc ils se débrouilleront. Il y a des départements où les opérateurs pourront financer, mais où il n'y a pas de place pour plusieurs opérateurs. Ce que je me fais comprendre. Parce que sinon, si on laisse faire la concurrence sans réguler là aussi, ils vont tous s'installer dans les villes du département et ils laisseront des déserts autour. Là, il va falloir que par la loi, par la réglementation, on organise la concurrence, mais la place, il y en aura pour un. Et puis, il existe des territoires où, de toute manière, les opérateurs ne pourront pas couvrir leurs frais, et c'est la puissance publique, c'est l'État qui devra faire le travail. L'argent est prévu, 2 milliards d'euros. Donc la France sera en avance, Monsieur Laurent, pas en retard. Sur les centres de formation, là aussi, nous avons voulu l'investissement. La crise que nous avons connue, sans précédent depuis 1929, a conduit à quoi? 20% de contrats d'apprentis en moins, 40% de contrats de professionnalisation en moins. C'est catastrophique pour vos propres enfants.
Savez-vous qu'un jeune en alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, a 70% de chances de trouver un emploi à la suite de son contrat? 70% de chances. C'est 50% de chances de plus de trouver un emploi à l'issue de sa formation que celui qui a une formation théorique. Parents, écoutez ces chiffres. Parents, comprenez cette réalité. Vos enfants en formation en alternance, en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage ont la certitude de trouver un emploi. Vos enfants en formation théorique n'ont pas la certitude de trouver un emploi. Faisons cette révolution dans nos têtes et arrêtons de poursuivre des schémas qui sont des schémas de l'échec, pas du succès. Il y a 600 000 jeunes en apprentissage aujourd'hui. Dans le grand emprunt, nous avons prévu 500 millions, Monsieur Laurent, pour moderniser et augmenter les places dans nos centres de formation. C'est une priorité absolue pour nous. Alors, au risque de me faire mal voir par les dames, mais j'ose espérer qu'elles voudront bien me pardonner, je vais leur demander maintenant à toutes les deux de poser leurs questions. Pour Christine Martin, concernant les services publics en milieu rural et les difficultés pour les maintenir, et Viviane Alloin pour la gouvernance en milieu rural, le rôle de l'élu local et du poids qu'il représente. Monsieur le Président, maire d'une commune de près de 400 habitants, je ne vous surprendrai pas en disant que la présence des services publics dans nos villages, sans ces services, la ruralité meurt et la solitude s'installe. Dès lors, comment peut-on concilier la volonté de développer nos territoires et la logique de rentabilité des services publics soumis à la concurrence comme la Poste ou les SNCF? Résolument tournés vers l'avenir, nous travaillons à l'installation de nouveaux habitants dans nos communes. Mais doit-on se résigner à voir progressivement disparaître nos trésoreries, nos écoles, nos bureaux de poste, peut-être même un jour nos sous-préfectures, qui sont des poumons pour nos concitoyens ruraux, pour vivre, pour s'installer, pour travailler? Et que dire de nos écoles, synonymes de vie dans nos villages, mais menacés de fermeture à chaque rentrée scolaire, tributaires des fluctuations d'effectifs d'une année sur l'autre? Enfin, face à la désertification médicale, comment répondre aux enjeux du vieillissement de la population? Et comment également attirer les jeunes familles si l'on ne peut pas leur garantir l'accès aux soins d'une qualité équivalente à celle que l'on peut trouver en zone urbaine? Madame Martin, je vais vous répondre très franchement, mais je voudrais que vous tous, mes chers compatriotes, vous compreniez la situation de notre pays. Depuis 35 ans, la France présente un budget en déficit. Depuis 35 ans, les responsables politiques de toutes les majorités ont voté des dépenses avec des recettes qui ne couvraient pas les dépenses. Deuxième remarque. Aucun parmi nous ne sommes spécialistes de l'économie. Mais je pose une question à chacun d'entre vous. Qui a envie que la France connaisse un jour les problèmes de la Grèce, les problèmes de l'Irlande ou d'autres pays? Qui? Qui veut ça? Et qui peut penser que leurs enfants seront plus heureux dans un pays qui doit tendre la main pour obtenir les capitaux dont ils ont besoin? Qui? Troisième remarque, Madame Martin. Depuis 1992, la France a créé 1 million de fonctionnaires en plus. 1 million, Madame Martin. J'ai été élu président de la République en 2007. J'avais dit aux Français, si vous m'élisez, je diminuerai le poids des dépenses publiques
et je réduirai le nombre des fonctionnaires. Je l'avais dit, je n'ai pas menti. J'ai dit, nous ne remplacerons pas un départ sur 2 à la retraite. Madame Martin, si vous voulez croire ceux qui disent qu'on peut embaucher plus de fonctionnaires, qu'on peut augmenter nos déficits et notre endettement, c'est un choix que je respecte. Mais je ne serai pas complice. Est-ce que c'est bien compris? Je ne serai pas complice de ça. Je ne serai pas complice. On peut dire tout ce qu'on veut. Il y a des élections cantonales, il y a des élections sénatoriales, il y a même, paraît-il, une élection présidentielle. Mais moi, je vous dis une chose. Je ne raconterai pas de faribole aux Français. Nous devons réduire nos dépenses parce que je n'accepterai pas que nous augmentions nos impôts qui sont déjà parmi les plus élevés d'Europe. Comment voulez-vous réduire nos dépenses si en même temps nous ne conduisons pas une restructuration de nos grandes administrations? J'en viens à ce que vous dites. Dans un département comme l'Allier, vous avez 5 relais de services publics en zone rurale, notamment celui de Mayet de montagne. Bon. Ça correspond à quoi? À cette idée simple, bien sûr que la ruralité ne peut pas vivre sans service public. Et je défendrai de toutes mes forces la qualité et la présence du service public. Mais je vous supplie de comprendre que ça ne sert à rien d'avoir un bureau de poste qui reçoit 1 personne par jour, que ça ne sert à rien d'avoir une gendarmerie où le gendarme est bloqué derrière le comptoir alors qu'il y a 1 personne tous les 2 jours qui vient. Qu'est-ce que veulent les gens? Recevoir leur courrier, toucher leur mandat, prendre du liquide ou voir des patrouilles de gendarmes et pas des gendarmes derrière des comptoirs. Si on peut, dans le même village, donner un peu de chiffre d'affaires au dernier commerçant en lui permettant de faire le bureau de poste, si on peut regrouper un certain nombre de services pour créer des maisons multiservices et même, surmontant le sacro-saint statut français, avoir le même fonctionnaire qui puisse travailler pour plusieurs administrations dans le même bureau, oui, je sais, c'est très grave ce que je viens de dire. C'est très grave, je le sais, c'est très très grave. Mais enfin, fonctionnaire, c'est un métier noble. Notre fonction publique est de grande qualité, et je pense notamment aux élus qui sont ici, qui peuvent s'appuyer sur des fonctionnaires communaux de grande qualité. Mais ce n'est pas déchoir que d'être à la fois représentant de la sécurité sociale, de la Poste, du Trésor public, alors qu'on n'a pas les moyens d'avoir, pour tout le monde, des implantations. Je sais que je vous ai fait souffrir ou je vous ai mis en colère parce que j'ai pas vous, Madame Martin, nous n'avons aucun contentieux, elle a un sourire comme ça en plus. Non, mais regardez, la carte judiciaire. Nous avons fait la réforme de la carte judiciaire et nous avons supprimé 1/3 des tribunaux. Mais franchement, ça n'avait pas bougé depuis 1958. Il y avait des départements où il existait 3 tribunaux de grande instance. Je connais un département où il y avait 18 kilomètres entre 2 tribunaux de grande instance. Et hier, j'ai présidé une réunion à Paris pour le futur palais de justice de Paris. Tenez-vous bien, à Paris, il y a 22 tribunaux d'instance. Donc 22 locaux séparés, 22 gardes pour les garder, 22 magistrats et greffiers pour y être. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut aussi faire un peu d'économie là-dessus? Les bases militaires, nous avons réformé la carte des implantations militaires. Jusqu'en 1995 ou 16, il y avait le service militaire. On avait 350 000 jeunes soldats de plus. On ne les a plus. Est-ce qu'il faut que je garde les mêmes bases militaires qu'à l'époque on était 700 000 alors qu'on est 250 000? Il y avait 52 bases aériennes, dont 18 n'avaient plus vu un seul avion depuis 20 ans. Bases aériennes sans avion. Bon. Je voudrais vous dire une chose. Avec les Mirages, les Mirages 2000-5, on traverse la France en 20 minutes, Madame Martin. Alors, ne parlons pas de l'Allier. Parlons de la Moselle. Non mais, parlons de la Moselle. La Moselle, 30% des emplois sont militaires. J'aurais fait du mal. Metz,
qui est une ville fantastique, qui est une ville comme on l'appelait, hein, Gérard, de garnison. Bon. Mais l'avenir de Metz, ça ne peut pas être de garder artificiellement des soldats qui ne seront plus là. Moi, je préfère parler de Metz avec le projet fantastique de Beaubourg à Metz, qui est un projet fantastique, ou je préfère parler de Lens avec le projet fantastique du Louvre à Lens. Donc nous défendrons les services publics. Je sais l'importance cruciale des services publics pour la ruralité, mais en grâce, comprenez que quand on restructure, quand on réduit les dépenses, c'est votre avenir qu'on préserve. Parce que cette accumulation de déficits et de dettes, il faut bien que quelqu'un le paye, et c'est vous qui le payerez. Par des impôts qui pèseront sur le pouvoir d'achat, ou par des impôts qui feront que des usines dans votre département partiront et se délocaliseront. C'est la vérité. Est-ce que vous croyez que pour moi, ça a été facile de faire la réforme des retraites qui a consisté grosso modo à dire aux Français, vous allez travailler 2 ans de plus sans gagner un centime de plus? Mais j'ai la fierté de dire une chose, c'est qu'en 2018, quand le régime d'assurance vieillesse français sera excédentaire, les 15 millions de retraités, les 700 000 retraités qui partent à la retraite chaque année, ils se diront on n'a pas travaillé pour rien, ils ont de quoi payer nos retraites. Vous auriez été plus heureux d'être à la retraite avec un système dont vous vous dites il va à la ruine? Et est-ce que mon devoir, alors qu'on a commencé à parler des retraites en 1991, n'était pas de faire la réforme dont on avait besoin? Bien sûr qu'elle a fait de la fâcherie, bien sûr qu'il y a eu de la mauvaise humeur, bien sûr qu'il y a eu des manifestations, je le sais. Mais maintenant que c'est fait, est-ce que vous ne croyez pas qu'il était temps de prendre la décision? 1 500 000 retraités dont les retraites étaient payées par emprunt à la banque parce qu'on vit plus longtemps? Et ces lycéens qu'on a essayé de manipuler pour la retraite à 60 ans alors qu'ils vont vivre 100 ans. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que dans un département comme l'Allier, où vos familles ont de toute éternité travaillé dur, c'est un bon message de dire à ses enfants, le monde entier travaille, et nous on va travailler moins? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a déjà assez payé assez cher avec l'affaire des 35 heures, qu'on a été les seuls au monde à faire, avec le succès qu'on connaît? Comprenez-moi, moi je sais une chose. À gauche comme à droite, il y a des gens raisonnables. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est la bonne réforme, pas la bonne réforme? Ça, c'est la démocratie. Je respecte parfaitement cela. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que la solution des problèmes de la France, c'est pas en réduisant le travail qu'on va la trouver. C'est pas en faisant moins d'efforts. C'est pas en faisant moins de mérite. Je vous le dis parce que je crois que c'est mon devoir d'affronter les choses, hein, même si ça crée de l'inquiétude. Voilà. Mais les problèmes, on les résout. Je dirais la même chose sur la dépendance pour la dernière question. Bon, alors, je vais faire vite puisque le temps presse. Non, c'est moi qui ne fais pas vite. Mais tant qu'à venir, je le dis à mes collaborateurs, prenons le temps. On est bien ici. On est bien, on n'est pas... Moi, vous savez, venir faire une petite heure, repartir, je ne peux pas. Je m'en excuse auprès de vous d'être long, mais c'est ma façon de vous respecter, de rentrer dans le détail des dossiers, de ne pas annoncer des notes qui m'ont été préparées, d'essayer de créer ce vrai contact avec vous. On est un jour de semaine, vous êtes venus nombreux, vous avez fait cette démarche. Alors après que vous soyez d'accord ou pas d'accord, au moins vous disiez, il ne s'est pas moqué de nous, il a répondu aux questions. Pas fait un petit tour, 3 photos, et puis repartir, et après à la prochaine élection. Hein? Donc j'aimerais, si vous me permettez, d'aborder donc 2 thèmes avec vous. Tout d'abord, la réforme des collectivités territoriales. Elle aboutit à des cantons plus grands, plus peuplés, et donc plus recentrés sur les villes. D'autre part, cette réforme privilégie les métropoles. Ne pensez-vous pas que cela pourrait nuire à cet équilibre déjà fragile entre les milieux ruraux et les milieux urbains? Et le deuxième point concerne les moyens financiers des communes. Un de nos partenaires privilégiés est le Conseil général.
Cependant, il doit faire face à une grosse dépense qui est l'APA. En Allier, l'APA représente, ou plutôt consomme, 30% du budget social. Dans le Bourbonnais, un tiers de la population sont des seniors. Alors, quels sont les moyens que nous avons pour conserver notre dynamisme sur les autres sujets au niveau des communes et au niveau du Conseil général? Madame Malouin, parlons d'abord des questions qui fâchent, c'est-à-dire les recettes. En 2009, madame, l'État français, du fait de la crise, a perdu d'un coup d'un seul 20% de ses recettes fiscales. Donc, nous nous sommes retrouvés devant un budget amputé, madame Malouin, de 20% de ses recettes fiscales. 2009. La même année, madame Malouin, nous avons garanti 98 milliards de dotations aux collectivités territoriales en France, c'est-à-dire qu'on ne les a pas réduits d'1 centime d'euro. J'avais le ministre du Budget qui me disait « Ah, Monsieur le Président, on a 20% de recettes en moins, donc on va donner 20% de dotations en moins aux collectivités. » J'ai dit « Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Tout va exploser. » Donc, madame Malouin, on a donné une année où on avait 20% de recettes en moins, les mêmes recettes aux collectivités territoriales. 98 milliards d'euros. Et cette année, nous donnerons 99 milliards d'euros. Donc je ne laisserai pas dire, parce que ce n'est pas juste, que l'État a abandonné les collectivités territoriales. Deuxième remarque, la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, il n'y a plus qu'un pays en Europe qui la connaissait, la France. Savez-vous que notre population active est de 21 millions de salariés? Le secteur automobile, c'est 10% de la population active. La taxe professionnelle pesait, tenez-vous bien, 250 € par voiture fabriquée en France. Quand j'ai fait ma campagne présidentielle, tout le monde me disait « il faut arrêter les délocalisations ». Expliquez-moi comment on arrête les délocalisations en maintenant une taxe professionnelle qui n'existe dans aucun autre pays. Aucun. Nous avons donc supprimé la taxe professionnelle. Avec le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, nous avons dit « nous garantissons à toutes les communes de France que les recettes de taxes professionnelles seront au moins égales cette année à l'année dernière ». J'ai menti. Les recettes étaient supérieures cette année de 1,1 milliard. 1,1 milliard. Il y a des maires ici, hein. Vous avez les chiffres. Et vous savez parfaitement que toutes les craintes qu'on a fait peser pour vous sur la taxe professionnelle ne se sont pas produites. Nous avons compensé à 1,1 milliard de plus. Troisième remarque. Là, vous avez parfaitement raison. L'APA, allocation personnalisée d'autonomie, explose. Pourquoi? Disons les choses comme elles sont. Il y a 1 100 000 personnes dépendantes en France. 20% de ces personnes ont de quoi payer une maison de retraite. Il y a 250 000 malades d'Alzheimer en plus chaque année en France. Ce n'est pas possible de continuer comme cela. Et vous avez raison de ce point de vue. Un certain nombre de départements sont totalement déséquilibrés dans leurs dépenses et leurs finances du fait du poids des personnes âgées. J'ajoute un autre phénomène que vous allez parfaitement comprendre. Ce n'est pas le cas de l'Allier, mais il est des départements qui gagnent beaucoup de population, mais une population âgée qui vient prendre sa retraite dans ces départements, donc qui ne produit plus de valeur ajoutée, pardon de parler comme ça, c'est très mal, mais c'est pour expliquer les choses, mais qui est très consommatrice de services publics. Donc, ils gagnent de la population, mais ils ne gagnent pas de la valeur ajoutée, mais ils gagnent des dépenses parce qu'il faut faire plus de maisons de retraite, plus de soutien à domicile, etc. J'ai fixé à François Fillon et au gouvernement comme priorité la réforme de la dépendance, Madame Alain. Ça veut dire quoi? Réfléchir tous ensemble pendant 6 mois, quelle place pour les personnes âgées? Moi, je fais très attention, parce que maintenant, quand je vois que les seniors, ça commence à 55 ans, je commence à devenir un peu nerveux avec cette affaire. Bon.
pour des raisons que je ne m'explique pas. Bon. Mais quelle place pour les personnes âgées? Il y a des sociétés qui sont bien plus généreuses que les nôtres. Je pense à l'Asie, sur la place des personnes âgées, je pense à l'Afrique, où les cheveux blancs sont considérés comme indispensables à l'équilibre d'un village ou d'une ville, où on n'a pas cette maladie du sectarisme où on met les vieux d'un côté et les enfants de l'autre, et où il y a des enjeux financiers considérables. Donc, 6 mois de débat sur la dépendance, quelle place pour les personnes âgées, quel financement? Il faut bien voir qu'aujourd'hui, toutes les femmes travaillent, et c'est bien. Et quand les parents deviennent malades, qui s'en occupe? Il faut voir qu'aujourd'hui, les appartements sont beaucoup plus petits, et on n'a pas toujours une place pour le père ou la mère souffrant. Et puis la dépendance, ça veut dire qu'il faut faire des choses aussi lourdes que les soins, la toilette. Donc il faut que nous fassions face à ce défi considérable. Nous en débattrons et nous prendrons des décisions à l'automne de cette année. Et de cette façon, Madame Allouin, nous répondrons au drame des familles et en même temps à la situation financière des départements, puisque naturellement, alors se poseront 3 questions. Faudra-t-il rendre obligatoire une assurance? Faudra-t-il prélever de la CSG pour financer la dépendance? Faudra-t-il créer un 5e risque? Quid de l'appel à succession pour les familles dont les enfants ne seraient pas occupés des parents? Bref, ce sont des questions très lourdes sur lesquelles je me garderai bien de prendre parti à ce moment de notre débat. C'est amusant parce que sur l'affaire des retraites, dont on a commencé à parler en 1991, on a trouvé le moyen de me reprocher d'aller trop vite. Il est vrai que 19 ans pour prendre une décision, c'est assez rapide. En revanche, sur l'affaire de la dépendance, dont le pays n'a pas débattu, parce qu'on n'a pas débattu du tout de cela, j'appelle à 6 mois de concertation, on me dit, mais quand donnerez-vous votre feuille de route? Moi, vous savez, le matin, quand je me lève, il me faut un moral fantastique. Parce que, franchement, quand je lis les journaux, à la première page, je vais trop vite, à la seconde, je vais trop lentement. C'est comme ça. Moi, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est votre jugement à vous. Parce que les Français sont des gens de bon sens. Et en définitive, ils savent qui font le travail et qui parle. Parler, honnêtement, c'est un sport national dans lequel nous sommes sans doute champions du monde. Faire, c'est un poil plus compliqué que parler. Je ne reproche pas de parler, et ça c'est vrai pour le président du Conseil général, pour les maires, pour les conseillers généraux, parce que le maire, qu'est-ce qu'il dit à ses adjoints? Non, il n'y a pas d'argent pour toi. Qu'est-ce qu'il dit à ses administrés? Qu'est-ce qu'un homme responsable? C'est un homme qui dit non plus souvent que oui. Et comment on définit quelqu'un qui est responsable? Ce n'est pas celui qui a le pouvoir de dire oui, c'est celui qui a le courage de dire non. Parce que pour dire oui, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête longtemps. Et croyez bien, quand on est président de la République, les dossiers qui arrivent sur ma table, c'est vraiment les plus compliqués. Même omniprésident. Ça me réserve les omni-embêtements. Ça j'ai bien compris que ça fonctionne bien ensemble. Donc, on va faire ça. Enfin, un mot sur la réforme des collectivités territoriales. Je sais que là aussi, ça vous a inquiété. Mais, en 2 minutes, comprenez-moi. Je n'ai jamais été de ceux qui ont protesté contre le nombre de communes françaises. Moi, je pense que ça n'a aucune importance qu'on ait autant de communes, nous, la France, que la totalité des autres pays européens. C'est notre manière de vivre. On ne va quand même pas reprocher à 500 000 braves gens qui sont conseillers municipaux et maires, bénévolement, de faire vivre la démocratie locale. C'est vraiment une vision technocratique absurde que de dire qu'il faudrait qu'on regroupe les communes. Je ne l'ai jamais voulu. Mais en même temps, communes, pays, départements, régions, État,
Europe a pour un système, c'en est un. De surcroît, tenez-vous bien, tout le monde avec la compétence générale. Commune compétence générale, département compétence générale, région compétence générale, État compétence générale, Europe qui veut s'occuper de tout. Et j'oublie les intercommunalités. Eh bien, je me suis dit, il est venu le temps de mettre un peu d'ordre là-dedans. Qui peut me le reprocher? Ça fait des décennies qu'il y a des colloques sur le sujet. Et évidemment, on rentre, on parle, on voit l'étendue de la difficulté, et on rentre chez soi en disant bon, on fera ça après la prochaine élection. J'ai voulu qu'on règle le problème. Les communes sont les grandes gagnantes de la réforme, puisque vous êtes le seul niveau qui garde compétence générale avec l'État. Deuxièmement, j'ai voulu qu'on sauve le canton, Madame Alouin, pour protéger la ruralité. Vous avez raison, les élus du ville ne connaissent pas l'importance du canton. Mais j'ai voulu un canton animé par un conseiller territorial qui sera pour vous un interlocuteur fantastique, puisqu'il sera à la fois compétent pour le département et pour la région. Aujourd'hui, Madame Alouin, même quelqu'un comme vous, dont je vois dans le regard que vous avez du caractère et que vous ne devez pas vous laisser compter, à mon avis. Bon. Est-ce que vous comprenez les procédures? Est-ce que vous savez où il faut déposer les dossiers? Est-ce que vous n'êtes pas agacé parfois de déposer 5 dossiers pour la même demande? Est-ce que vous n'êtes pas agacé d'être envoyé de guichet en guichet parce que vous êtes incapable, vous comme les autres d'ailleurs et comme moi le premier, de dire qu'est-ce qu'est la compétence de la région, qu'est-ce qu'est la compétence du département? Il y a 20 milliards de dépenses cette année des départements et des régions sur le même secteur. Je prends un exemple. Les départements s'occupent des collèges, les régions s'occupent des lycées. Je parle devant Yves Richer, président de la région Alsace. Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut être les mêmes personnes qui s'occupent des deux? Surtout quand ils sont dans les mêmes locaux, que ça s'appelle une cité scolaire, et qu'il faut à ce moment-là négocier une convention entre le département et la région pour savoir qui va s'en occuper? Désormais, ça sera la même personne, votre conseiller territorial, qui sera un élu territorial, un élu de proximité. Il sera à la fois celui qui dirigera le département et la région. Est-ce que c'est pas mieux plutôt que les bagarres picrocolines entre département et région, même quand on est de la même couleur politique? Alors quand on n'est pas de la même couleur politique, bon courage. Bon courage. Je ne juge pas les hommes, du tout, hein, du tout. Mais tout le monde le sait bien. Tout le monde le sait bien. Alors, pour les communes, on a des fantasmes. Bon, on a gardé un certain nombre de possibilités de financement commun, hein, sur le sport, sur la culture et sur des équipements pour les toutes petites communes. Donc non seulement cette réforme ne vous pénalise pas, mais cette réforme vous donnera accès à un conseiller territorial de proximité qui tiendra dans sa main à la fois la région et le département. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est triomphe des personnalités départementales sur les personnalités régionales, c'est parfaitement évident. Enfin, dernier point. Vraiment, je remercie Brice Hortefeux d'ailleurs de ce qu'il a fait en la matière. Il y avait toute la demande des intercommunalités d'élire au suffrage universel les intercommunalités. Je m'y suis opposé de toutes mes forces pour ne pas avoir un conflit de légitimité. Si on élit au suffrage universel séparément de la commune les intercommunalités, il n'y aura plus de communes, puisque forcément la petite commune sera écrasée par le poids de l'intercommunalité. Donc désormais, il y a un fléchage des conseillers de l'intercommunalité qui seront directement désignés pour l'intercommunalité. Donc vraiment, je serai très attentif à la mise en place de cette réforme. J'ai demandé à Philippe Richer, qui connaît votre monde, d'être le ministre des collectivités locales auprès du ministre de l'Intérieur. Je vous annonce d'ailleurs quelque chose, Madame Alouin. Moi, j'ai décidé de m'y engager aussi, ça me passionne. J'irai faire des assemblées générales de maires. Le congrès des maires, ça m'a mis en appétit, en quelque sorte. J'ai trouvé que c'était... Non, mais je pense que les maires sont des gens plus proches de la population, qui sont passionnés par leur territoire, et que c'est normal que le président de la République aille les voir, réponde à leurs questions et à leurs soucis. On va le faire systématiquement. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse, mais je voudrais vous dire quelque chose. Ah, merci. En Angleterre, on dit fishing for compliment, mais je voudrais...
Je voudrais terminer en vous disant, il faut avoir confiance dans notre pays. On est capable de faire des grandes choses. Il faut avoir confiance dans votre région, dans votre terroir. La France est un pays qui ne ressemble à aucun autre pays. On peut relever le défi de la sortie de crise. On peut relever le défi du XXIe siècle. Mais il ne faut pas qu'on le relève avec arrogance. Il faut parfois qu'on se remette en question, qu'on se remette à l'ouvrage, comme on le disait dans nos familles, qu'on repense nos méthodes, qu'on repense nos structures, qu'on reste avec le génie français, l'art de vivre à la française, mais qu'on comprenne qu'on vit dans un monde où la compétition est la règle. Il y a un siècle, la France faisait partie des grands pays du monde sans se poser de questions. C'était comme ça. Il y avait quelques grands pays. Aujourd'hui, chaque année, Madame Allouin, on a de nouveaux concurrents qui font parfois mieux que nous et qui vont plus vite que nous. Donc j'ai été élu pour porter ce message. Au fond, ce que je crois le plus profondément en moi, c'est que pour que la France reste elle-même, il faut qu'elle accepte de changer pour s'adapter au XXIe siècle. C'est extrêmement important de comprendre ça, pour vous comme pour vos enfants. Vous n'élevez pas vos enfants comme vos parents vous ont élevés. Et vous les préparez au monde de demain. Il ne faut pas voir le passé avec nostalgie. Il faut s'inspirer du passé. Il faut garder nos racines. Mais en même temps, il faut se tourner vers l'avenir. Il ne faut pas en avoir peur. On est capable de gagner cette bataille. Et moi, mon rôle, c'est de préparer le pays pour que la France gagne une nouvelle fois. Je vous remercie.